on nous disait mais vos races locales, ça ne sert à rien, c'est bon pour les arts et traditions populaires. Si vous voulez être performant en tant qu'éleveur, il faut prendre des races spécialisées. Alors je dois dire qu'on ne s'est pas bloqué là-dessus, on a essayé. Et c'est là que nos pratiques, nos repères, notre œil d'éleveur, à un moment a dit attention, je parle là des années 70-75. On a compris que pour des régions comme les nôtres, il y avait quand même un milieu naturel qu'il fallait prendre en considération et que si on était décalé par ce milieu naturel, on allait à l'impasse. C'est à ce moment-là qu'on a dit la performance qui n'est marquée que par la bascule et le volume compteur, ce n'est pas fait pour nous. On est dans une situation qui nous entraîne à sortir d'un simple métier d'apporteur de matières premières. Là, on était conscient que si on restait lié à cette perspective, on était à l'impasse. Il en est de l'élaboration de nos produits comme du soleil, il faut regarder à l'est. Et on a établi tout de suite des relations avec des régions qui, grâce au concept d'appellation d'origine, avaient obtenu à la fois une valorisation et puis un enracinement très fort qui, il ne faut pas l'oublier, est quand même le rempart majeur par rapport à la délocalisation. Les centres de décision restent liés au territoire et ça c'est très important. Les centres de décision font partie donc intégrante de la performance au niveau de l'appellation. Une appellation repose sur des critères forts que sont la transparence et la garantie. Tout ce qui se fait au sein de l'appellation doit être visible au grand jour, en permanence. Et puis la garantie, elle est quand même là, on doit reconnaître que l'appui institutionnel de la loi vous permet d'assurer une garantie. Et au-delà de cela, une appellation donne toute sa valeur à des critères qui rentrent dans la première question que vous m'avez posée et qui consiste à faire ressortir que la qualité, la valeur, l'expression d'un produit ne sont pas seulement liées à ce qu'on appelle les composantes normatives, c'est-à-dire les composantes, la protéine, la matière grasse, des minéraux, etc. On peut énumérer, c'est devenu un peu ce que j'appelle la qualité administrative, qui a ses raisons d'être, mais dans des démarches plus orientées vers la matière première que par un produit identifié et démarqué. Alors, c'est à partir de l'application stricte et aussi je crois qu'on peut le dire, et ça vous va bien, d'une cohésion de tous les acteurs de la filière. La complémentarité est dynamique. On prend une appellation, et l'appellation ne commence pas uniquement chez le transformateur. Elle commence à l'origine du produit. Et c'est une rigueur d'articulation avec toujours le respect de ce qu'est la performance d'une appellation. Alors c'est là qu'il est bon de rappeler, ça moi c'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai appris lors de mon temps de responsabilité à l'INAO au contact des appellations dont on pouvait dire qu'elles étaient toujours performantes. Alors l'expression marquante est difficile à démontrer parce qu'elle ne se mesure pas, elle est immatérielle, s'appuie sur 4 critères que sont les aspects sensoriels, c'est là que le produit s'exprime et prend la parole, les aspects sensoriels, les aspects culturels qui nous ramènent au patrimoine, et nous c'est le patrimoine qui nous a dit un jour, attention, vous êtes sur un territoire qui a une vocation. Et on ne change pas de vocation comme ça du jour au lendemain sur des fantaisies ou sur des réactions éphémères. Et 4e élément, l'émotionnel. Ça aussi, ça compte vis-à-vis du consommateur qui est prédisposé à ressentir des émotions quand il découvre la vérité d'un produit, sa localisation. Et puis en dernier,
l'esthétique. Et ce n'est pas à négliger, c'est l'approche globale du produit. Moi, je pense que dans votre secteur, ce Pays basque que j'aime beaucoup, vous êtes détenteur d'une panoplie de produits qui ont des points communs, et qu'on peut retrouver dans ce qu'on appelle le panier du territoire. Et dans ce panier, nous avons ici, sur l'Aubrac, pu constater, il y a un panier de l'Aubrac, nous avons pu constater que les produits qui le composaient, voire les objets, détenaient un potentiel de plus-value qui se situait entre 25 et 30%. Ce n'est pas nous qui l'affirmons, c'est le CEMAGREF de Clermont-Ferrand qui est venu l'analyser, le mesurer. Eh bien, ces 25-30% de mieux, ils sont issus des 4 critères qui, de plus, ont un effet décisif par rapport à l'acte d'achat. L'acte d'achat ne se fonde pas sur les qualités administratives, parce qu'il y a eu, surtout chez vous, la volonté qui permet à un territoire d'être en permanence dans une expression spécifique. Et l'appellation d'origine, c'est ça également. Une appellation vous amène d'abord une localisation. Une localisation au niveau de toutes les strates d'évolution du produit, depuis l'éleveur jusqu'à, disons, à la mise à disposition du client. Le territoire bénéficie de tout ce que se représente d'apport et de mise en valeur d'une ressource locale. Ça reste lié au territoire. Et bon, c'est un point important, mais ça apporte aussi un moyen qui permet de dire que la ressource locale est vraiment valorisée. Et elle est valorisée à partir du ressenti du consommateur ou du touriste ou du client, parce qu'il retrouve là tout ce que permet la transparence et la garantie. Nous sommes, et j'ose dire, suite à cette question, que le concept d'appellation est encore aujourd'hui d'actualité plus qu'il ne l'a jamais été. Plus qu'il ne l'a jamais été parce que je suis conscient, pour l'avoir vérifié, que nous sommes tout à fait en phase avec l'attente des consommateurs. Il y a eu des périodes, surtout sur la filière bovine, qui ont provoqué des réactions. Et aujourd'hui, le consommateur vous dit chaque fois qu'il est dans une situation d'achat, d'acquisition, je veux savoir ce qu'a mangé, ce que je mange. Donc, transparence, garantie, et puis il y a tous les effets liés aussi au développement et à la consolidation de l'emploi local. Quand vous êtes sur l'élaboration d'un produit d'appellation d'origine, au niveau de l'emploi, vous êtes dans une autre situation que si vous êtes apporteur de matières premières. Je me permets là de mettre en avant l'exemple d'une coopérative locale que je connais bien. Je l'ai présidée 48 ans, il ne faut pas le dire, c'est pas très bien. Mais bon, ça m'a permis de bien la connaître. 80 producteurs créent 130 emplois grâce à l'appellation. Si on ne disposait pas de cette plus-value que j'évaluais à 25-30%, on n'aurait jamais le même rendement au niveau de l'emploi. Puis de plus, un autre point important qui est lié à l'appellation, c'est l'attractivité du territoire. Les gens qui viennent, j'en suis sûr, les gens qui viennent chez vous et les gens qui viennent sur l'Aubrac
ne sont pas insensibles à ces produits identitaires qui sont protégés et valorisés par un concept particulier, et ils viennent quelquefois pour les retrouver. L'attractivité, puis aussi maintenant on en est encore plus conscient qu'il y a une dizaine d'années ou 15 ans, c'est l'effet positif du concept sur la biodiversité. Vous savez, quand vous définissez les éléments d'un cahier des charges avec un regard d'abord qui est celui du produit, vous définissez les conditions qui donnent un maximum de chance au produit. Mais par rétroaction, vous retrouvez sur les paysages, l'environnement, des effets positifs induits par ce cahier des charges. Les avantages d'une appellation sont multiples. Ils sont directement liés au retour direct de valorisation, mais les effets induits sur le paysage, l'environnement, la biodiversité, l'attractivité, tout ça est au service du territoire. Et quand on a la chance, comme chez vous, de les additionner, de les multiplier, ben on renforce obligatoirement les chances de votre territoire. Et la démarche est exigeante. La démarche est exigeante, et je le dis à l'aise parce que ce n'est pas pour, disons, vous flatter, mais vous êtes une démonstration d'efficacité dans la démarche. Parce que vous avez toujours essayé d'introduire tous les critères. L'économie sanctionne en quelque sorte le défaut d'équilibre d'expression de ce qui quelque part est l'émanation des forces vives d'un territoire et des acteurs territoriaux. Quand je suis venu vous voir au titre de la commission d'enquête, et j'en garde un excellent souvenir, parce que là j'ai mesuré encore beaucoup plus combien votre territoire était un terrain favorable. C'était un terrain favorable parce que vous n'avez rien lâché de votre culture, de vos savoir-faire et de votre implication en tant qu'acteurs territoriaux. Vous n'avez rien lâché, c'est une chance que vous détenez mais que vous méritez. Au niveau de l'appellation d'origine, je sais qu'il y avait quelques confusions par rapport au mot basque ou à la disponibilité du mot basque, du port basque. Ça patinait là-dessus. Et alors, même certains, au niveau de l'INAO, avaient dit mais ils n'auront jamais l'AOC parce que basque n'est pas disponible, ou basque est récupéré de par ailleurs, il est devenu générique. Alors, certains disaient, bon, on nous propose Quintoa, mais Quintoa, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a aucune perception, disons, au niveau du consommateur. Et alors, la mission qui m'était donnée, c'était de voir un peu quelle était la relation entre le mot Quintoa et le produit. Alors, je suis venu sur place et j'ai posé des questions. J'ai posé des questions à Michel, des questions à Pierre, et j'ai compris que Quintoa, quelque part, était, du point de vue patrimonial, lié à une pratique au niveau de la production, qui faisait que, comme chez nous, les cochons transhumants changeaient de localisation et partaient ce qu'on appelait à la glandée, ou montaient dans les forêts de chênes ou de châtaigniers. Et là, ce que j'ai découvert, c'est que dans cette pratique qui était parfaitement codifiée, celui qui montait 5 cochons n'en reprenait que 4. Celui qui en montait 20 n'en reprenait que 16. Donc, le 16, ça fait 1 sur 5. Le quintoa. Alors là, j'ai été convaincu tout de suite de la relation historique, et historique à caractère pratique, vraiment pratique, de tout ce qui avait amené déjà une notoriété sur cette production porcine. Et je pense avoir pu expliquer avec ma conviction et mes mots au comité national que Quintoa
dans le cadre d'une appellation, n'était pas du tout déphasé, qu'au contraire, on était là déjà dans une première démonstration de ce qu'était le point de départ de l'appellation. Je pense après d'autres critères, bien sûr, mais ça c'était la qualité du produit, l'expression. Souvent j'ai appuyé mes propos en disant prenez un consommateur qui n'est pas particulièrement initié et à l'aveugle. Il vous distinguera la charcuterie de Quintora. Même s'il n'est pas, parce que l'expression du produit, le travail que vous avez fait pour l'amener là où il est, comme il est, ne laisse personne insensible. J'ai fait le test quelques fois chez vous et ailleurs avec des produits qui venaient de chez vous. Là, c'est incontournable. Je connais peu d'appellations qui bénéficient de cette capacité de reconnaissance, de distinction de l'initiative du consommateur. Ça, mais vous l'avez constaté sans doute, vous avez fait ce qu'il fallait faire pour qu'il en soit ainsi. Dans les critères en ce qui vous concerne, il y a des aspects d'ordre génétique, il y a une race spécifique, il y a les conditions de production, avec ce plein air, qui pour moi a été une démonstration éclatante, hein. Porc en plein air avec des investissements limités, la nature de l'alimentation, et puis ensuite les conditions de transformation, l'affinage, la maîtrise des évolutions du produit qui, quand vous le mettez dans vos halloirs, n'est pas encore produit fini. J'ai compris que vos halloirs n'étaient pas des espaces de stockage. C'est le produit vit, il se transforme, il évolue. Et pour moi, tout ça est important. Ça, je l'ai bien perçu. Et vous avez su, je parlais tout à l'heure, des critères qui donnent un maximum de chance. Quand on voit vos cochons, et puis il y a aussi l'âge d'abattage, le poids, il y a tous les critères, je ne les ai pas dans la tête, mais je pense tenir l'essentiel. Et sachez, pour vous encourager dans cet attachement à des critères, je cite toujours, même si j'ai un peu de recul, à ce qu'ont été les situations des fromages en période de crise laitière. Je parle des fromages d'appellation. En période de crise laitière. J'étais à l'époque en responsabilité à l'INAO et c'était en 2008, je crois. La crise était dure. Une première crise laitière. Et je me souviens avoir demandé aux agents de l'INAO, aux directeurs, puis aux agents, de regarder un peu comment se comportaient les appellations face à la crise. Et alors, ça n'avait jamais été fait. Ça m'a surpris. J'ai dit, regardez quand même, bon, pas question de publier, ni de... C'est pour savoir. Alors, les agents ont fait remonter des informations et il nous est apparu que sur la moitié, sur le tonnage des appellations à l'époque était de 220 000 tonnes. Mais il est apparu que sur plus de 100 000 tonnes, on ne ressentait pas la crise. Au contraire, presque des évolutions inversées. Alors, fait le constat, je me rappelle avoir demandé qu'on regarde d'un peu plus près. Pourquoi il en était ainsi? Et alors, deuxième travail d'investigation, il nous remonte un certain nombre d'indices. Ce qu'on découvre, c'est que toutes celles qui n'étaient pas touchées étaient uniquement au lait cru. Uniquement au lait cru. Et alors là on retrouve aussi l'importance de l'amont. Parce que vous savez, en production laitière, le lait cru fait obligation à l'éleveur de trouver la conformité dans le pis de la vache, ou de la brebis, ou de la chèvre. Si on n'est pas au lait cru, l'appellation, elle commence après la collecte. Mais là, on perd quelques critères.
Alors, sur ce plan-là, moi je pense que vous avez vraiment réalisé les conditions qui permettent d'apporter une garantie. L'appellation commence. Et elle commence dans ces zones un peu pentues où vous avez à la fois le végétal, bien sûr, par là, mais vous avez aussi les essences d'arbres et des conditions qui apportent une typicité absolue. C'est une typicité absolue sur le produit et dans ses évolutions. Voilà. Ta question, rappelle-moi. Les critères. Les critères, Non, c'était les critères. dit. Oui, je pense, j'en ai peut-être oublié quelques-uns. Mais et alors, dans les critères par rapport aux crues, c'était pas le seul. Il y avait aussi la génétique. Ceux qui n'étaient pas touchés par la crise avaient défini une génétique, l'avaient liée au produit. C'est ça. Deuxième point. Troisième, une condition de production par rapport à la récolte des fourrages. Stockage sec ou stockage humide. Tous ceux qui ne résistaient pas étaient en stockage sec. Et un temps de pâturage. Parce que quand établir une relation entre milieu naturel et un produit fini, si le produit à un moment donné n'est jamais au contact du milieu naturel, c'est pas tout à fait conforme à la réalité des choses. Je considère que les ambitions de la filière sont parfaitement justifiées. Elles sont parfaitement justifiées parce que là, on est sur un produit qui à la fois est une émanation territoriale et qui par le biais de l'appellation prend de l'ampleur. Et cette ampleur doit retentir sur le territoire. Elle doit retentir sur le territoire. Vous aviez déjà un acquis, vous avez d'autres appellations. Je pense que vous faites partie au plan national des territoires qui ont la plus forte densité, ou une des plus fortes densités d'appellations. Alors, le retentissement, il se fait à travers une plus-value territoriale qui doit bénéficier à tous ceux qui sont les acteurs et au territoire lui-même. Vous avez, je le disais tout à l'heure, vous avez renforcé votre attractivité et là, vous avez même, par le biais de l'appellation, un élément qui va au-delà et qui dépasse même en restitution les filières concernées. C'est tout le territoire qui sera bénéficiaire. C'est pour ça que je dis souvent, et je le vis ici chez nous, nous sommes sur un concept qui a rassemblé l'agriculture, l'élevage et l'agroalimentaire. Mais là, le retentissement qu'on peut espérer, c'est une dimension de ruralité dans son ensemble, avec tout ce qui aujourd'hui constitue les fondements d'une ruralité qui a sauvegardé son identité. Et moi je pense que vous n'aurez pas de mal à constater cette plus-value qui n'est pas surfaite et qui est méritée. Moi, elle n'est pas, vous savez, une appellation, ce n'est pas le hasard. Elle n'est pas automatiquement descendante, elle est ascendante. Elle est ascendante, elle est reconnue, mais au départ, s'il n'y a pas une volonté locale et des capacités locales qui s'additionnent, et aujourd'hui, c'est là aussi que j'insiste pour que les appellations ne fassent pas semblant. Parce que nombreux sont ceux qui veulent essayer de... Vous savez, la proximité reprend de l'importance. On le voit dans les territoires, vente de proximité, marché de pays, c'est très bien. Mais on est dans une démarche d'appellation, même si elle est axée sur un produit, c'est une démarche qui peut avoir l'ambition d'aller au-delà de la consommation locale, la reconnaissance nationale. Et aujourd'hui, ce que j'ai constaté, c'est que certains disent mais la proximité nous apporte des garanties. Peut-être, mais
Ce n'est pas la proximité à elle seule qui fait qu'un produit est conforme. Il y a des conditions à remplir, et ça, l'appellation est à même de le démontrer. Et ce que j'ai constaté dernièrement, c'est que grâce au numérique, une appellation peut dépasser la vente directe pour aller à la relation directe. Et ensuite, le numérique assure. On était tout à l'heure avec, je le dis, il n'est pas là, Lucien Conquet, mais je m'appuie quelquefois sur ses réactions. Il n'y a pas longtemps, son affaire se développait, ils étaient 10, ils sont plus de 40. Alors il me disait, avec l'occitan qu'on n'a pas su sauvegarder comme votre basque, il me disait, il te comprenne pareil. Poset entens, comme il y a ici, je traduirai. E io ai bese pa cate compaire e cada semana me cau pourtant na mia carcasse de mai. Je n'y comprends rien. Je ne vois plus d'acheteurs et toutes les semaines, il me faut apporter une demi-carcasse de plus. C'est parce que la génération qui monte est familiarisée avec le numérique et on a mis en place une vente en ligne. Et alors, on diffuse sur le territoire, sur des caractéristiques propres, et puis la distribution se fait, je ne dirais pas qu'elle se fait toute seule, mais ça fait partie des innovations qui peuvent ne pas être défavorables à une appellation, à condition que le produit garde sa vérité. Vous voyez ? Voilà, moi je pense que l'accès à une appellation est un atout territorial qui a peu d'équivalent. Parce que quelque part, c'est une reconnaissance institutionnalisée d'une valeur territoriale qui appartient à son territoire, qui ne peut pas être, disons, transformée ni galvaudée. C'est à la fois une protection du territoire, de celui qui produit, de celui qui transforme et de celui qui consomme. Et ça, c'est quelque chose, je ne vois pas par quoi on pourrait le remplacer. C'est d'actualité, c'est pour ça que j'ai dit, les appellations ne datent pas d'hier, elles remontent dans le temps, maintenant, 1925, mais je trouve qu'elles sont complètement d'actualité. Et je suis heureux pour vous que vous puissiez en être les détenteurs, et je ne craindrai pas, et je regrette de ne pas venir vous le dire directement, de dire que cette appellation est entre bonnes mains. Et elle est entre bonnes mains parce que vous avez su travailler la main dans la main aussi. Ça aussi c'est important. Je pense toutes les appellations ont leur importance. Mais là, vous êtes sur une appellation, le quintois, avec ce qu'il représente, va renforcer l'ensemble parce que vous êtes exemplaire dans le cheminement des acteurs, la complémentarité des acteurs, vous êtes exemplaire. Par contre, il est bon toujours de rappeler quand même que toutes les appellations doivent avoir le sentiment d'être aussi moteurs. Il ne faut pas tout miser sur l'autre. Et il faut aussi, ça peut être un stimulateur de se comparer. Ça peut être, il y a des émulations. Et il faut que les appellations tirent toutes vers la perfection. C'est difficile à atteindre, mais tout est perfectible. Et vous serez, c'est pour ça que je dis que vous serez exemplaire. Chaque appellation a la responsabilité de son appellation, mais ça n'interdit pas un collectif qui met en avant ce que représente le concept. Mais dans un état d'esprit quand même où chacun, vous savez, je dis c'est multicritère, une appellation, tous les critères comptent, mais là aussi les acteurs sont décisifs.
Et à certains moments, il ne faut pas basculer dans une situation où on dirait, il y en a qui tirent devant, il faut s'engouffrer dans le sillage. Il faut quelque part que chaque appellation soit un peu moteur. Pour le territoire, c'est important. C'est important parce que, on en parlait aussi tout à l'heure, il y a des appellations qui aujourd'hui peut-être sont un peu dans le sillage de ce que représente l'ensemble des appellations, mais qui ne participent pas en tant qu'énergie à disposition à l'évolution de l'ensemble. Mais on peut leur faire confiance, et je fais confiance à l'INAO, moi, et aux responsables, pour les aider à rejoindre, si vous voulez, ce niveau qui, quelque part, n'est pas une volonté hégémonique. On ne va pas transformer tous les territoires. Il y a une place pour tout le monde. Il y a des territoires qui trouvent leur compte dans les produits génériques, avec l'apport de matières premières. Il y a des territoires qui ne peuvent pas s'exprimer dans ce domaine, qui le font grâce à l'appellation d'origine. Mais ça, moi je suis un peu gêné de vous le dire parce que j'ai l'impression que vous l'aviez compris avant moi. Dans un premier temps, je dirais que je regrette presque autant qu'eux de ne pas être de la partie. Mais les circonstances font qu'on a ici sur place un événement qui se situe autour des 70 ans du taureau de l'Aïole, qui, après avoir été une statue commémorative, est devenu un peu le logo. Et j'ajouterais que c'est un peu grâce aussi au concept d'appellation et de réservation d'un nom, de la protection des noms. Donc je ne pourrais pas être avec vous ce jour-là. Ce que je peux dire, c'est vu de ma fenêtre qui se restreint, il faut que je l'avoue, mais ce qui me paraît important, c'est que vous sachiez continuer ce que vous avez entrepris en le consolidant de plus en plus grâce à tous les éléments qui font votre identité. Là aussi, c'est un ensemble. Si vous en retirez un, les autres n'ont pas tout à fait le même rendement. Et puis, je dirais que je fais confiance surtout à ce territoire qui, par rapport à ce produit, a gardé la gouvernance. Le produit n'est pas délocalisé. Et on sait qu'on ne l'a pas cité dans les qualités d'une appellation, mais le fait de garder la gouvernance est quelque chose qui est assez déterminant. Je ne me livrerai pas des exemples, mais le fait de garder quand même la maîtrise du produit dans toutes ses composantes et dans ses évolutions, c'est quelque chose d'important. Vous le faites, vous saurez le faire, là je vous fais confiance.